Dans cet épisode, je vais m'intéresser à l'histoire de la Chine sous la dynastie Qing, qui correspond au passage d'un apogée remarquable à une décadence absolue. Démarrons au début du XVIIe siècle. La dynastie Ming est alors aux commandes, mais elle doit faire face à des difficultés croissantes. Tandis que les attaques des Mongols nécessitent l'entretien d'une armée nombreuse, la concurrence des Européens remet en cause les circuits commerciaux traditionnels. L'augmentation des impôts provoque alors des révoltes qui n'arrangent pas l'état du pays. Le paroxysme du petit âge glaciaire amplifie encore les troubles en provoquant des famines. Ce sont les Mandchous qui vont en profiter. Dès 1618, Nurhaci s'empare du Liaodong et fonde la dynastie des Jin postérieure. Puis son successeur Wang Taiji remporte une grande victoire contre les Mongols qui l'intègrent dans son armée. En 1636, il abandonne le titre de Khan et se proclame empereur, fondant la dynastie Qing. En 1640, il engage la guerre contre la Chine affaiblie et s'empare de Pékin 4 ans plus tard, provoquant la chute des Ming. Il exerce également une certaine suzeraineté sur la Corée, mais qui va s'avérer peu marquée. Les Mandchous mettent en place un régime autoritaire qui doit faire face à une résistance durable, notamment celle du général Koxinga, qui fait de l'île de Taïwan une base arrière en 1661. Cette résistance finit par être matée en 1683 et l'île de Taïwan est intégrée pour la première fois à la Chine. Dans le même temps, les Mandchous doivent faire face aux tentatives d'implantation des Cosaques russes en Mandchourie extérieure, au-delà du fleuve Amour. Celle-ci est habitée par des populations toungouzes dont les Mandchous font partie. Les conflits récurrents tournent à l'avantage des Qing, qui imposent leur autorité sur la région en 1689. La Chine est alors entre les mains de l'empereur Kangxi, dont le règne de 61 ans sera le plus long de toute l'histoire de la Chine. La culture chinoise se perpétue malgré les tentatives de favoriser la langue et la culture mandchoue. Conscient que la concurrence des marchands européens a joué un rôle dans l'affaiblissement des Ming, l'empereur restreint fortement les échanges commerciaux. D'abord ouvert aux innovations occidentales, l'incompatibilité entre le christianisme et les traditions chinoises le pousse à restreindre fortement les contacts à partir de 1721. Le principal danger demeure celui des Mongols, qui restent très turbulents à l'ouest de l'Empire, notamment le clan des Dzungars. Ceux-ci étendent leur domination vers le Tibet et prennent Lhasa en 1717, ce qui entraîne l'intervention de la Chine. Celle-ci chasse les Dzungars en 1720 et s'empare du Tibet au passage, puis poursuit la lutte vers le Xinjiang jusqu'à l'effondrement du Khanat Dzungar en 1755. D'abord doté d'une forte autonomie, le Tibet continue cependant de subir des invasions, ce qui pousse l'empereur Qianlong à resserrer son emprise sur la province. Le règne de cet empereur est presque aussi long que celui de Kangxi et incarne l'apogée territorial de la Chine. Dans le même temps, la fin progressive de l'âge glaciaire autorise la remise en culture de vastes terres fertiles en Mandchourie, ce qui provoque un déplacement massif d'agriculteurs chinois vers le nord. Conscients de la menace que cela fait peser sur la langue et la culture mandchoue, les empereurs tentent d'interdire ces déplacements. En vain. Au début du XIXe siècle, la Mandchourie a déjà presque entièrement basculé d'un peuplement toungouz à un peuplement chinois. Ce qui semble presque paradoxal, puisque ça a lieu pendant l'apogée des Mandchous. Les Toungouzes se maintiennent plus au nord en Sibérie, mais la densité de population y est très faible. Cette vitalité agricole permet une croissance démographique spectaculaire au XVIIIe siècle, bien plus grande que celle européenne à la même époque. Il faut par ailleurs mesurer la taille de cet empire, qui est à l'échelle d'un continent. Mais en parallèle, la grande réticence de la Chine vis-à-vis des contacts extérieurs provoque un retard technologique grandissant, en particulier dans le domaine militaire. Les ennuis commencent avec les débuts de la culture de l'opium au Bengale par les Britanniques. Ceux-ci cherchent à le vendre en contrebande aux marchands chinois pour inverser la balance commerciale, qui était alors très en faveur de la Chine.
Ils atteignent leur objectif, puisque la demande en opium augmente rapidement dans le pays. Mais comme les autorités impériales luttent activement contre cette contrebande, les Britanniques cherchent à imposer ce commerce par la force en 1839. Ça révèle au monde la grande faiblesse de la flotte et de l'armée chinoise. En 1842, les Britanniques obtiennent la cession de Hong Kong et la création de 5 nouveaux ports chinois ouverts au commerce international. En parallèle, la conquête de nouvelles terres agricoles en Mandchourie est arrivée à son terme, ce qui entraîne plusieurs famines dans le pays. En 1851, cela provoque une révolte majeure, celle des Taiping, qui cherchent à établir un royaume dissident dans le sud. Les Occidentaux en profitent pour imposer de nouveaux traités commerciaux, ce qui entraîne un nouveau conflit en 1856 qui tourne là encore à l'avantage des Français et des Britanniques. En parallèle, les Russes en profitent pour annexer toute la Mandchourie extérieure en cette même année 1860, fixant la frontière sur celle actuelle. Finalement, les Qing se retrouvent contraints d'accepter l'aide des Britanniques et des Français pour mater la révolte des Taiping. Ce conflit aura duré 13 années et s'avère l'un des plus meurtriers de l'histoire avec 20 à 30 millions de morts. En 1861, la mort de l'empereur Xianfeng entraîne l'avènement d'un conseil de régence, qui tente de rattraper le retard technologique en s'ouvrant à l'aide et aux connaissances occidentales. Mais le développement s'avère lent, car les entreprises chinoises restent concurrencées par celles européennes qui imposent leurs produits. Or, pendant ce temps-là, le Japon de l'ère Meiji entreprend un rattrapage technologique beaucoup plus efficace, car il a été davantage épargné par l'interventionnisme européen. Dès 1879, le Japon peut annexer les îles Ryukyu aux dépens de la Chine, puis Taïwan et Port Arthur en 1895. L'empereur Guangxu tente alors de proposer des réformes majeures pour accélérer la modernisation du pays. Mais il doit faire face à un véritable coup d'État de sa tante, l'impératrice Cixi, qui prend la réalité du pouvoir en 1898 et impose un retour au conservatisme. Elle laisse agir la révolte des boxeurs contre l'influence étrangère, ce qui provoque l'intervention immédiate de 8 pays coalisés. Au final, la Chine doit payer un lourd tribut qui ne fait qu'accélérer son affaiblissement. À partir de là, plus rien ne peut enrayer l'effondrement des Qing, qui finira par déboucher sur la révolution de 1911 et l'avènement de la République. Je parlerai de cette nouvelle période dans une future vidéo. En attendant, nous allons passer en Corée, qui a su maintenir une relative prospérité pendant toute cette époque.